Messieurs, dames, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus ici en direct de l'IH2EF pour une nouvelle saison de notre émission au Périscope. Nous sommes heureux de vous retrouver pour de nouveaux numéros sur cette saison 2023-2024. Et le premier de ces numéros est consacré au lycée professionnel et par extension à la voie professionnelle. Alors nous sommes ensemble comme l'an passé pendant 1 heure pour discuter des enjeux de la réforme du lycée professionnel, sa place dans le système éducatif, comment les périodes de stage peuvent-elles renforcer l'insertion et les liens entre le SCO et le SUP. Voilà, ces quelques points, on va les aborder dans quelques instants avec nos invités et je vais vous les présenter. Mais avant cela, je vous rappelle que vous pouvez réagir avec le hashtag au Périscope sur Twitter tout au long de l'émission. Nos invités, justement, parlons-en. On va commencer par Madame Pauline Poincet. Vous êtes proviseure du lycée Liberté à Romainville dans l'académie de Créteil. Bonjour. Bonjour. Bruno Racine, vous êtes vice-président de l'Association française pour le développement de l'enseignement technique. Bonjour. Bonjour. David Hélard, vous êtes IGESR, responsable du pôle voie professionnelle et apprentissage. Par ailleurs, membre du comité de pilotage de la réforme des lycées professionnels. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Grégory Gautin, vous êtes doyen du collège des inspecteurs voie professionnelle dans l'académie de Poitiers. Bonjour. Bonjour. Bien, je vous propose, comme pour chaque émission, de diviser le débat en 2 parties. Une première consacrée aux enjeux. Et on va commencer avec vous, monsieur Hélard. Très succinctement, en introduction, la réforme du lycée professionnel d'un point de vue institutionnel. Quand, comment, pourquoi et quels sont les éléments de contexte ? Alors, beaucoup de questions dans votre première question. Quelques éléments de contexte tout d'abord. Peut-être signaler depuis déjà plus d'une dizaine d'années une forte évolution des métiers que nous avons devant nous, avec des nouvelles compétences qui viennent irriguer ces nouveaux métiers, ou l'apparition de nouveaux métiers qui sont dus à la transition énergétique, écologique, voilà, qu'il faut prendre en compte. Aussi une vraie complexification des systèmes, qu'ils soient industriels ou économiques, que nous avons à concevoir, à maintenir, à mettre en œuvre, avec voilà, le numérique qui irrigue l'ensemble de ces systèmes et qui bouleverse complètement l'organisation du travail, et qui rend du coup plus difficile les compétences à acquérir pendant une période de formation, et qui nécessite sans aucun doute l'augmentation d'une durée de la formation, qui peut passer par l'augmentation de la durée de la formation initiale, mais pas seulement, qui peut passer aussi par un temps dans l'emploi et un retour en formation par le biais de la formation continue. Et on est face à une évolution plus rapide aussi des besoins en compétences qui sont signalés par les secteurs économiques, avec une vraie difficulté de les identifier à un horizon au-delà de 5 ans. Ce qui rend plus compliqué notre travail pour élaborer par exemple des contenus de formation qui puissent être en anticipation de ces évolutions, de façon à ce que nos jeunes qui arrivent sur le marché du travail soient tout à fait aptes et compétents à relever les défis qui sont devant nous, des défis aujourd'hui de souveraineté industrielle, numérique, alimentaire. Et puis d'autres éléments de contexte qui concernent là plus particulièrement les élèves. Ils arrivent dans notre voie professionnelle en sortant de collège plutôt à l'heure, donc avec une moyenne d'âge de 15 ans et 10 mois. Et on pourra revenir peut-être sur l'accompagnement qu'on vient de leur proposer pour les aider à affronter cette voie professionnelle. Des élèves aussi qui maîtrisent moins les savoirs fondamentaux que dans d'autres voies de formation. Donc un élément aussi à prendre en compte. Des difficultés d'insertion professionnelle aussi pour nos jeunes à la sortie du diplôme, avec plus de difficultés pour des jeunes qui empruntent une formation initiale sous statut scolaire que par apprentissage. On l'explique assez bien par la durée d'exposition au milieu du travail, selon ces modalités de formation. Et puis aussi des jeunes qui ont sans doute, par rapport à des jeunes de la voie générale, des parcours moins linéaires. Parfois un peu plus accidentés, avec des ruptures de formation ou bien des réorientations, des ruptures de contrats d'apprentissage, et donc des éléments aussi qu'il nous faut prendre en compte. Donc le train de réforme qui nous occupe depuis maintenant 2017, je ne vais pas revenir au-delà de cette période, mais par la réforme de l'apprentissage, qui a permis d'augmenter aussi l'agilité de l'appareil de formation que nous proposons, une transformation de la voie professionnelle qui s'est engagée aussi en même temps, qui a permis de travailler beaucoup d'innovation pédagogique et de généraliser un certain nombre de démarches pédagogiques qu'on a pu observer et dont on sait que ça donne de bons résultats sur les performances scolaires des élèves. Et puis aujourd'hui, une réforme des lycées professionnels qui s'attache à résoudre les difficultés persistantes de notre appareil de formation, qui sont cette difficulté d'insertion, un décrochage relativement important dans notre voie professionnelle, et puis une poursuite d'études vers l'enseignement supérieur qui parfois manque de qualité.
Quel est le calendrier pour cette réforme du lycée professionnel ? Alors, comme toute réforme, ça s'étale un peu dans la durée. Donc, des premières mesures qui sont mises en place là, dès cette année pour justement travailler l'aspect qualification pour l'emploi. On a souvent pensé que la mission de l'éducation nationale était de diplômer nos jeunes. Ça l'est, évidemment, éminemment. Mais il nous faut aujourd'hui ajouter une brique supplémentaire de qualification pour l'emploi pour mieux préparer et mieux accompagner nos jeunes jusqu'à l'insertion professionnelle. Donc des mesures qui traitent de cette problématique, des dispositifs ambition emploi, la mise en place d'une gratification aussi pour les jeunes, pour permettre de nouer un véritable pacte de formation entre le jeune, l'établissement qui le forme et puis l'entreprise ou la structure qui va le recevoir sur des périodes de formation en milieu professionnel. Voilà, donc une évolution aussi de l'offre de formation de façon à nous permettre d'être plus agiles dans les parcours que nous sommes à même de proposer et puis dans la réponse aux besoins en compétences des secteurs économiques que nous sommes en capacité de prendre en compte. Donc voilà, donc des choses qui vont se mettre en place progressivement et qui doivent être consolidées dans un esprit d'amélioration continue de la qualité du service que nous proposons. Et selon vous, aujourd'hui, quels sont d'une part les freins et d'autre part les leviers pour la mise en place de cette réforme ? Les freins, c'est la difficulté de faire évoluer une offre de formation sur un territoire. Avec des difficultés d'accéder à des financements. Pour les régions, ce sont les régions qui financent par exemple les plateaux techniques dans nos lycées professionnels. Et lors des travaux de concertation pour préparer cette réforme, les régions ont exprimé cette difficulté de pouvoir financer l'évolution de l'ensemble des plateaux techniques dans les 550 formations professionnelles qui sont portées par l'éducation nationale. Donc c'est beaucoup d'investissements. Et la réponse, ça a été d'organiser finalement un co-financement État-région au travers des appels à manifestation d'intérêt, compétences et métiers d'avenir pour permettre justement l'abondement de ces équipements et permettre à nos lycées professionnels de coller au mieux aux évolutions technologiques pour proposer des formations performantes et qui puissent former nos jeunes sur des compétences qui sont attendues par les secteurs économiques. Et quel accompagnement aujourd'hui est prévu pour les établissements, les cadres, les personnels ? Alors, on développe une stratégie de formation à la fois des personnels d'encadrement. Ici, à l'IH2EF, s'est déroulé en juillet dernier, pour la première fois, une formation continue pour les chefs d'établissement. Les chefs d'établissement nouvellement nommés dans des lycées professionnels ont été accueillis ici à l'IH2EF pour les sensibiliser aux spécificités à la fois de la formation professionnelle, de la voie professionnelle et de la gestion et du pilotage d'un établissement lycée professionnel. Voilà, c'est pas le même budget de fonctionnement. Souvent, on rajoute un zéro par rapport à un budget de fonctionnement classique d'un collège ou d'un lycée général. On mène beaucoup plus de projets et puis comme ce sont des formations qui se passent par alternance de lieux de formation entre l'établissement et puis la structure, l'entreprise qui accueille le jeune en formation, il y a des partenariats à nouer avec les secteurs économiques. Et ça, c'est une vraie spécificité, ça ne s'improvise pas. Merci David Hellard pour ces propos introductifs. On reviendra vers vous dans la seconde partie. Je vais interroger à présent Bruno Racine. Alors vous êtes vice-président de l'Association française pour le développement de l'enseignement technique. Quel est le rôle de votre association ? Écoutez, c'est une vieille association d'abord parce qu'elle date de 1902 et elle a été créée pour justement répondre à la crise de l'apprentissage qui existait à la fin du 19e siècle et il lui a fallu effectivement même presque jusqu'à 1919 pour, avec la loi Astier, aboutir à une création d'un système de formation professionnelle à l'échelle de la France. Aujourd'hui, nous sommes dans d'autres conditions, bien sûr, mais nous avons des enjeux qui sont semblables. C'est-à-dire, nous avons un enjeu depuis ces 10 dernières années, notamment de la réindustrialisation de notre pays, dont on s'est rendu compte effectivement
de façon importante, c'était un enjeu fondamental dans tous les secteurs. Et c'est pourquoi, justement, l'enjeu de notre point de vue, je veux dire, en tant qu'AFDET, est de pouvoir répondre à ce défi de déficit de qualification qui, en fait, impacte tous les secteurs. Je veux dire, qui impacte les secteurs, je veux dire, à la fois industriels, tertiaires, même primaires, quelque part, mais également, vu les évolutions techniques très rapides, je veux dire, qui viennent d'être évoquées. Par ailleurs, et c'est effectivement, je veux dire, un enjeu pour nous aussi, ce déficit des qualifications, parce qu'effectivement, ça touche les jeunes. Bien sûr, je veux dire, les jeunes, pour s'insérer, il leur faut aussi acquérir des compétences et des qualifications. Et c'est l'enjeu de l'éducation nationale, mais également du système de formation professionnelle, de pouvoir répondre à cet enjeu-là. Et les réformes, précisément celles qui viennent d'être annoncées, jouent un rôle particulièrement important, et notamment à la fois, je veux dire, en ce qui concerne l'orientation et la découverte des métiers, avec les nouvelles propositions qui sont la demi-journée, justement, dédiée à la découverte des métiers. C'est également tout ce qui concerne l'évolution de l'apprentissage, avec l'apprentissage également en mixte dans les classes, également avec des pédagogies adaptées. C'est également le fait que ces sections d'apprentissage, outre qu'elles existent ailleurs que dans les lycées, je veux dire eux-mêmes, existent dans chacun des lycées professionnels et sont amenés à se développer. Enfin, ça concerne également, et tout à fait en phase avec ces enjeux, avec l'amélioration justement de la pédagogie de l'alternance. C'est-à-dire qu'il est nécessaire de travailler en étroite relation entre le professeur et, je veux dire, le tuteur en entreprise, de manière à ce que l'échange de compétences, je veux dire, acquises effectivement par le jeune en classe soit mise en pratique, et puis en retour qu'il puisse apprendre dans sa pratique même comment effectivement il pourra utiliser son savoir général à la mise en œuvre donc du process de production sur lequel il travaille. À partir de là, effectivement, je veux dire, on a aussi un enjeu qui est fondamental dans ce paysage-là, c'est, je veux dire, l'accélération de la transformation des formations professionnelles qui sont nécessaires, et du coup la réforme qui date de 2023, qui vise à accélérer les cartes des formations, en prenant en compte effectivement aussi, et ça c'est une nouveauté, les établissements qui peuvent avoir dans leur territoire un enjeu particulier à les faire évoluer. Donc cette prise en compte de cette réforme pour pouvoir accélérer l'évolution donc à la fois au niveau du territoire, mieux répondre à l'insertion professionnelle des jeunes et aux besoins des entreprises. Mais je voudrais, au-delà en fait de cette présentation rapide, je veux dire, situer quand même également les enjeux dans le temps long. Je veux dire, jusqu'à présent, en fait, on était, avant les 10 dernières années, il faut le dire, je veux dire, dans une période où, je veux dire, la désindustrialisation de notre pays n'était pas forcément porteuse pour favoriser l'évolution des jeunes dans cette voie professionnelle, à la fois, je veux dire, dans le domaine industriel, mais également dans les autres domaines. Du coup, je veux dire, l'effort qui, depuis 10 ans, s'est manifesté avec des réformes importantes comme les campus des métiers et des qualifications, avec la loi sur l'évolution de l'apprentissage en 2018, mais également d'autres évolutions telles qu'ils viennent d'être exprimées là, ici, sur le lycée professionnel lui-même, aboutit effectivement, dans un contexte de réindustrialisation, à pouvoir effectivement donner envie aux jeunes qui peuvent y trouver, je veux dire, un débouché à leur travail, à l'école et à l'entreprise, à pouvoir effectivement aller dans ce sens-là. Et je voudrais justement indiquer une évolution également récente, à savoir la loi sur l'industrie verte, qui est en débat à l'heure actuelle, et effectivement une loi qui, d'une part, effectivement, permet à la fois de développer l'industrie, de réindustrialiser sur les territoires, avec le rôle des territoires d'industrie notamment, mais également
justement de pouvoir, je veux dire, donner un sens aux jeunes, justement, qui sont préoccupés par tout ce qui concerne l'évolution de la transition écologique, de donner du sens à leur activité dans le cadre d'une activité professionnelle, dans le cadre de la perspective de réindustrialisation auquel notre pays, je veux dire, doit s'atteler maintenant. Voilà. Alors là, vous venez de nous détailler les enjeux, mais quels sont selon vous les impacts de cette réforme, très concrètement, notamment sur le plan de la scolarité ? Alors ça va être aussi un des aspects justement du débat, je pense qu'on va avoir avec nos collègues, je veux dire, et c'est pour ça que je pense que c'est important de le situer, j'ai essayé de donner quelques exemples, mais de le situer dans un échange entre nous, et je préférerais effectivement pouvoir rebondir à ce moment-là dans cet échange pour mieux répondre à votre question. Écoutez, très bien, ça va faire la transition toute trouvée vers la partie 2 justement, la partie débat. Merci messieurs d'avoir présenté les enjeux de cette émission. Pauline Poincet, vous êtes donc chef d'établissement, vous allez peut-être d'abord nous présenter votre établissement et nous détailler un peu quelle est la situation dans votre établissement. Oui, bien sûr. Je suis proviseur d'un lycée polyvalent en Seine-Saint-Denis, dans l'académie de Créteil, qui est un lycée labellisé, lycée des métiers du laboratoire et de la santé. Cela inclut donc des formations toutes tournées autour des métiers du laboratoire bien spécifiques au territoire de Romainville et de la santé sur des formations technologiques, des formations professionnelles de niveau bac et de niveau CAP et puis enfin des formations en lien avec l'enseignement supérieur d'une part et les GRETA d'autre part sur des formations d'assistante sociale, d'auxiliaire de puériculture et de préparateur en pharmacie. Comment vous envisagez cette réforme du lycée professionnel de votre point de vue ? Alors, selon moi, lorsque l'on parle de réforme du lycée professionnel, il faut y voir, au-delà du lycée professionnel, peut-être une logique nouvelle pour la formation professionnelle dans son ensemble et pas uniquement pour les lycées puisqu'elle engage à la fois la formation initiale, la formation continue, les entreprises dans une logique de développement de territoire et donc on parle maintenant beaucoup de parcours et je pense que le lycée professionnel est à la charnière de beaucoup d'éléments. Le parcours de l'élève commence, comme M. Racine a pu en parler, dès la 5e avec la découverte des métiers, se prolonge sur le lycée professionnel et la formation initiale d'une part, mais va jusqu'au travail mené par les services de région académique, les campus des métiers et qualifications, les collectivités territoriales, pour la mise en place de filières stratégiques qui répondent à des besoins économiques. Dans le cadre précis du lycée, la mise en place d'une réforme, comme toute réforme, elle soulève des interrogations, elle soulève des questions et parfois même des appréhensions. Je peux vous donner, si vous le souhaitez, 2 exemples de freins que j'ai pu constater dans mon établissement. D'abord, le lycée, mais comme le collège ou le lycée général et technologique d'ailleurs, est un espace assez fermé. Lorsque l'on est extérieur au monde de l'éducation nationale, on ne sait pas trop ce qui se passe finalement dans un établissement scolaire. Et ce manque d'interaction peut faire peur. Le système économique et professionnel ne va pas à la même allure que le système éducatif. Et cela peut conduire à des incompréhensions mutuelles que la réforme essaye justement de surpasser pour créer un lien et faire des acteurs du monde professionnel, justement des acteurs de l'éducation et plus seulement des partenaires. On cherche désormais davantage à ouvrir et à inclure le monde professionnel comme acteur à part entière de la formation des apprenants, que ce soit des élèves, des apprentis, des étudiants. Voilà. Un autre frein que j'ai pu constater dans mon établissement, c'est des questions qui vont relever des aspects très pratiques de la réforme du lycée pro, comme par exemple l'allocation de stage annoncée en milieu professionnel. L'annonce a soulevé beaucoup d'interrogations au moment de sa publication, puisque certains personnels ont pu y voir davantage un moyen d'attirer les élèves vers la voie professionnelle via la gratification, plutôt qu'une réponse donnée à l'objectif de valorisation de l'investissement des élèves dans leur formation. Et ça a pu créer du coup un mécontentement sur les valeurs que l'école doit porter. Et ce mécontentement a pu se dissiper assez rapidement, puisque le rôle d'un chef d'établissement, c'est de rassurer. Et vous pensez que cette allocation peut fausser la démarche de l'élève demain ? Je n'en ai aucune idée. Honnêtement, je ne sais pas. On n'a pas encore le recul nécessaire. On pourra peut-être en parler de manière un petit peu plus complète à la rentrée prochaine. Pour l'instant, les élèves de mon établissement ne sont pas très sensibles
à cette question. David Hélard, en réaction au propos de Pauline Poincet. Oui, simplement dire que la mise en œuvre de cette gratification pour les périodes de formation au milieu professionnel, c'est un véritable pacte de formation qui est signé à la fois entre l'élève, l'établissement, et puis la structure, l'entreprise qui accueille ce jeune en formation. Un pacte entre l'établissement et l'élève, parce qu'il y a un engagement fort de l'État. C'est l'État qui verse cette gratification, c'est pas l'entreprise. Et donc un engagement fort de l'État qui soutient la scolarité du jeune. Et donc on attend du jeune aussi un engagement, une assiduité dans la formation. Un pacte aussi signé entre l'établissement et l'entreprise qui accueille, en signalant aussi cet effort important de l'État auprès de l'entreprise. Eh bien, on attend aussi un engagement de l'entreprise dans la formation du jeune, une vraie sensibilité du tuteur qui accueille le jeune en entreprise pour participer véritablement à son accompagnement, son intégration dans l'équipe, sa formation. Et puis un pacte de formation signé entre le jeune et l'entreprise, parce que voilà, il faudra pour ce jeune adopter le comportement adéquat, maîtriser les codes de l'entreprise, avoir un comportement qui soit compatible avec les attentes du milieu professionnel. Et donc voilà, c'est tout le pari de la mise en place de cette gratification, c'est on espère accroître l'engagement de ces jeunes dans leur formation. Grégory Gottin, vous êtes doyen du Collège des inspecteurs voies professionnelles dans l'Académie de Poitiers. On n'est pas loin de Poitiers ici pour tourner cette émission. Comment ça se passe sur votre territoire aujourd'hui ? Alors, tout d'abord, je souhaiterais mettre en avant la grande réussite des élèves de lycée professionnel. Il n'y a qu'à regarder leur excellence dans le cadre des concours des métiers, les World Skills qui se déroulent cette année à Lyon. Donc, il ne faut pas oublier cette dimension vraiment de réussite avant de regarder également la difficulté scolaire qui existe, puisque cette réforme vise aussi à améliorer l'orientation, l'accompagnement et l'insertion des élèves. Et la mission du lycée professionnel, c'est de faire réussir tous les élèves. Dans le cadre de cette réforme, la mission des inspecteurs, c'est d'accompagner la mise en œuvre. Et donc, sur notre territoire, nous avons des inspecteurs au sein du collège qui sont référents des établissements pour être vraiment aux côtés des chefs d'établissement. Et puis, nous mettons en place un plan d'accompagnement qui vise à bien s'assurer de la mise en œuvre sur tout le territoire de cette réforme. Alors, nous répartissons les différentes mesures entre les collègues afin de mettre en place des indicateurs de réussite, mais également une formation pour accompagner pour chaque mesure, avec toutes ces mesures qui sont très différentes les unes des autres. Alors pour cela, nous avons différents leviers. Nous avons le pacte enseignant, qui n'est pas complètement une nouveauté, puisque nous avions des IMP, les indemnités pour mission particulière, qui étaient dédiées aux actions que les enseignants faisaient en plus de leur service. Un autre levier, nous avons le bureau des entreprises qui va favoriser les partenariats avec les acteurs du territoire, la relation école-entreprise, qui vont aussi pouvoir agir sur la qualité des PFMP, et puis également suivre l'insertion des élèves, créer un sentiment d'appartenance au sein des lycées professionnels en établissant un lien avec les anciens élèves qui sont devenus, par exemple, chefs d'entreprise dans le territoire des établissements. Nous avons également comme levier la carte des formations, comme l'a dit David Hélard, avec une plus grande agilité des établissements. Et puis des partenariats, des partenariats par exemple avec Pôle emploi. Nous avons expérimenté dans l'Académie de Poitiers ces partenariats et l'expérience a été très positive. Donc il s'agit de développer des interventions par exemple d'agents de Pôle emploi dans les classes pour accompagner les élèves et les préparer au marché de l'emploi. Je peux développer par exemple quelques accompagnements des inspecteurs sur les mesures, sur le face-à-face pédagogique. Je parlais de la difficulté de certains élèves. Une partie du pacte va pouvoir proposer aux enseignants d'accompagner les élèves, plus particulièrement les élèves qui peuvent avoir plus de difficultés scolaires. Donc une mesure est l'enseignement des savoirs fondamentaux en groupe réduit
Alors, il ne s'agit pas de séparer la classe en deux pour avoir des groupes plus petits, mais il s'agit vraiment de mettre en place une pédagogie particulière pour faire progresser les élèves qui ont des difficultés qui sont bien ancrées depuis plusieurs années. Ça peut être des concepts qu'ils n'ont pas compris, comme la proportionnalité en mathématiques, ou des difficultés de lecture, d'expression écrite. Donc cette mesure qui est proposée aux enseignants répond à une demande ou à des choses qui étaient déjà faites en établissement. D'autres propositions sont le choix d'options qui peuvent participer à l'épanouissement des élèves, mais également enseigner des compétences qui vont être complémentaires aux enseignements déjà en place et puis qui pourraient être utiles aussi à leur parcours professionnel. Nous allons proposer des parcours de consolidation STS, des choses qui ont déjà fait leur preuve en académie, sous forme d'expérimentation. La découverte des métiers au collège qui est déjà existante, mais qui mérite d'être amplifiée. Et puis, je citerai pour terminer le tutorat et puis un accompagnement spécifique ou un renforcement pour lutter contre le décrochage scolaire. Je vais vous interroger dans quelques instants sur vos premières constatations sur le terrain, mais avant ça, Bruno Racine, je crois que vous vouliez réagir. Oui, justement, ce que vous disiez concernant l'évolution de la carte des formations, et en rebondissant également avec ce que disait Madame Poincet sur justement le rôle du territoire, justement par rapport à cette évolution, ça me paraît être un des points clés sur lequel, je veux dire, beaucoup d'efforts doivent être fait, notamment en termes de coloration des diplômes. Quand je reviens en fait à la question de l'enjeu de la qualification et puis de l'évolution donc de la société et puis du travail dans l'entreprise, il y a énormément, je veux dire, d'évolution à faire dans les cartes de formation, dans les diplômes. Mais c'est pas en fait un renouvellement. C'est simplement des adaptations pour l'essentiel. Ces adaptations, elles tiennent de ce qui est nécessaire en termes de coloration des métiers, des formations par rapport à des métiers qui évoluent dans certains domaines. Et cela, c'est en rapport avec la connaissance des besoins du territoire, des entreprises du territoire. Et là-dessus, je vous rejoins complètement quant au rôle, je veux dire, que doivent avoir les réseaux d'établissements avec leurs partenaires, y compris avec le bureau des entreprises, qui permettra de mieux assurer, je veux dire, la relation avec le tissu éducatif, le tissu économique, cette relation fertile entre eux pour pouvoir avancer dans ces propositions, à la fois qui partent de l'établissement, bien sûr contrôlées avec, je veux dire, les régions et les académies, mais dans cet ensemble-là, ça me paraît être de bonnes perspectives pour avancer. David Hellard, vous partagez les propos de Bruno Racine ? Oui, et un complément sur la carte des formations. Et moi, j'ai l'habitude de parler d'offres de formation proposées par un établissement qui est un peu plus large. Vous avez évoqué la coloration des formations qui consiste en fait à contextualiser les apprentissages par rapport aux besoins d'un territoire. Donc on va travailler, je ne sais pas, en maintenance industrielle dans les Hauts-de-France, plutôt sur des équipements qui sont liés aux chaînes de fabrication automobile, et puis dans le Bordelais, plutôt à l'industrie viticole, en termes de maintenance industrielle. Et donc travailler ces colorations de la formation, c'est une première réflexion sur l'offre de formation qui peut être proposée en réponse à des besoins exprimés par un territoire. Premier levier. Le deuxième levier, c'est toute la réflexion qui est à mener sur l'alimentation des modules d'insertion professionnelle qui ont été installés par la transformation de la voie professionnelle et qui permettent à un établissement, en toute autonomie, de pouvoir réfléchir à des contenus de formation, pourquoi pas complémentaires en enseignement professionnel, négocier avec un secteur économique pour un petit groupe d'élèves, une classe entière, sur l'année de terminale, de façon à pouvoir aussi mieux préparer ces jeunes à rentrer sur le monde du travail avec une entreprise qui est en train de recruter actuellement. Deuxième levier. Troisième levier, c'est la proposition de formation courte post-diplôme, très professionnalisante, qui s'installe dans le paysage. Nous avions déjà les formations complémentaires d'initiative locale. L'objectif, c'est de travailler
très localement, en écoutant des besoins des secteurs économiques qui s'expriment au local, autour de l'établissement, à proposer une formation courte de quelques mois jusqu'à 1 an maximum, avec un rythme d'alternance pour répondre spécifiquement à des besoins exprimés. Aujourd'hui, avec la réforme, l'ingénierie pédagogique qui est à déployer pour définir des contenus de formation peut être supportée par des professeurs volontaires qui s'inscrivent dans le pacte et qui souscrivent donc une part fonctionnelle de ce pacte. Et puis le pacte permet aussi de mettre en œuvre immédiatement ces contenus de formation sans attendre un financement qui arrive du rectorat ou de la région académique. Donc ça donne beaucoup d'agilité pour un établissement pour enrichir son offre de formation. Alors, faut savoir tout de même qu'une formation complémentaire d'initiative locale n'est pas certifiante, c'est-à-dire que ça ne conduit pas à une certification qui est inscrite au répertoire national des certifications professionnelles. Pour l'instant, les jeunes qui fréquentent ces formations complémentaires d'initiative locale n'ont pas le statut scolaire et donc n'ont pas accès à certains droits de bourse, etc. Donc ça, c'est une vraie difficulté sur laquelle nous devons travailler. Mais néanmoins, c'est tout de même une réponse à des besoins qui s'expriment localement par les secteurs économiques. Et puis, il y a tout le travail qui va être mené aussi dans le dispositif Ambition Emploi, qui va permettre à des jeunes diplômés, ou non d'ailleurs, mais en fin de cycle de formation, et qui éprouvent des difficultés à s'insérer professionnellement, de pouvoir toujours être accompagnés par l'établissement en conservant leur statut d'élève, donc en maintenant leurs droits d'accès à demi-pension, l'internat, les bourses, etc., d'être accompagnés par les services publics de l'emploi jusqu'en décembre, s'il le faut, de bénéficier d'une formation sur des contenus de formation qui sont eux aussi négociés avec les secteurs économiques pour permettre à une entreprise qui recherche à recruter d'être mis en contact avec ces jeunes, avec l'établissement et de travailler avec eux cette préparation à l'emploi, cette qualification pour l'emploi avec le secteur économique. Donc de vrais leviers pour réfléchir à l'offre de formation que l'on est en capacité de proposer, qui sont à la fois à la main de l'établissement, ou alors qui s'inscrivent dans un processus un peu plus lourd d'évolution de la carte des formations, qui là convoque les compétences à la fois des régions, des collectivités régions, et puis les compétences des recteurs de régions académiques. Mais ça, il nous faut travailler aussi cet aspect-là. Actuellement, c'est l'évolution de la carte des formations scolaires sur l'ensemble du territoire, c'est moins de 1% par an. Voilà, c'est largement insuffisant. On regarde les défis qui sont devant nous, de montée en compétences et de besoins en compétences qui s'expriment par les secteurs économiques. Donc il nous faut accélérer ces processus-là. La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel a déjà engagé la démarche, puisqu'elle oblige les ministères certificateurs à revoir tous les 5 ans, réexaminer le contenu des formations pour voir s'il faut les poursuivre en l'état, ou bien les rénover, ou bien les supprimer, ou en créer d'autres. Il nous faut aussi travailler l'implantation de ces formations à l'aune de 2 critères principaux qui sont l'insertion professionnelle et la qualité de la poursuite d'études. Et donc lorsqu'un établissement propose une formation qui n'a ni insertion professionnelle directe ni poursuite d'études, là il faut commencer à se poser des questions. Est-ce que c'est un problème de contenu de formation, auquel cas ça relève du national et des commissions professionnelles consultatives et de rénovation des contenus de formation? Est-ce que c'est un problème d'implantation géographique de la formation, qui n'est pas implantée au bon endroit, c'est-à-dire les besoins ne se font pas là à proximité, et donc ce serait plus judicieux de la mettre ailleurs? Est-ce que c'est une formation qui est devenue obsolète, soit pour le territoire ou même au niveau national, auquel cas il faut avoir le courage de supprimer ces formations pour pouvoir en installer d'autres, Mais ça embarque aussi tout le sujet de la formation des personnels et parfois peut-être aussi de la reconversion de certains personnels pour mieux accompagner cette évolution de l'offre de formation. Alors on va y revenir. Pauline Pensée, justement, comment bien identifier les besoins d'un territoire? Est-ce que vous-même, vous les constatez? Est-ce que vous êtes en relation, par exemple, avec des chambres consulaires, avec d'autres structures du monde économique pour bien identifier les besoins? Alors, je suis dans une situation un petit peu particulière. Je viens d'être nommée proviseur de l'établissement que je dirige, donc je n'ai pas encore le recul nécessaire. Mais vu la spécificité des formations de l'établissement que je dirige et la labellisation lycée des métiers, un réel impact auprès des partenaires. C'est quelque chose qu'on peut parfois avoir du mal à valoriser dans nos établissements parce qu'on fait beaucoup de choses qui sont de vrais succès, qu'on a du mal
justement à mettre en valeur en dehors de notre établissement pour la reconnaissance et la qualité des enseignements qui y sont donnés. Sur le travail, avec les partenaires locaux notamment, il existe déjà dans les établissements et depuis fort longtemps un support particulièrement précieux quand on est chef d'établissement, qui est le rôle joué par le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques, ex-chef de travaux. En fonction de l'investissement de la personne qui occupe ce poste, c'est un levier extrêmement puissant puisque c'est une personne qui va être en capacité d'aider les professeurs dans les champs professionnels à orienter les élèves le plus finement possible vers les lieux de période de formation en milieu professionnel qui correspondent aux besoins de l'élève dans l'acquisition des compétences. Donc on avait déjà un levier via les DDF-PT. Ce levier est renforcé avec la création du bureau des entreprises, évidemment, pour donner encore une fois davantage de visibilité aux établissements, à leur fonctionnement en réseau, à la liaison école-entreprise, à voir comment vont être circonscrites et vraiment ciblées les missions diverses, parce que je pense qu'il peut y avoir autant de missions que de bureaux des entreprises dans les établissements, en fonction des contextes locaux et économiques. Dans tous les cas, ouvrir les établissements scolaires sur le monde extérieur doit représenter, je pense, un travail important dans les mois et les années à venir. Je vais aller plus loin. Alors, ça pourrait faire l'objet d'un débat d'une heure, je pense, sur la relation entre monde économique et monde éducatif. Mais aujourd'hui, de votre point de vue, comment on pourrait améliorer la connaissance mutuelle de ces deux mondes et surtout les relations entre les deux mondes ? Il faudrait peut-être que nous soyons en capacité dans les établissements à ouvrir plus largement nos portes, puisqu'il y a des représentations qui existent de part et d'autre. Le monde économique peut avoir certaines représentations, vraies ou fausses d'ailleurs, sur l'école, et vice-versa. Là, la réforme tend, encore une fois, à placer les acteurs du tissu économique comme acteurs eux-mêmes de la formation. Les périodes de stage des apprenants ne sont pas totalement dissociées, bien entendu, de ce que l'on apprend en établissement. C'est quelque chose d'absolument complémentaire qu'on va essayer d'enrichir au fur et à mesure. Je pense qu'il faut que les contacts soient réguliers. Ils existent, ils sont peut-être un petit peu trop espacés. Je pense qu'en ayant des relations beaucoup plus fréquentes, en ouvrant nos portes, en montrant nos plateaux techniques, en montrant les savoir-faire de nos enseignants, eh bien, ça permettra une meilleure compréhension mutuelle pour le bénéfice des élèves. David Hélard, sur ce sujet ? Une réaction sur l'installation du bureau des entreprises. L'objectif, c'est de travailler la relation dans les deux sens. Travailler la relation du lycée vers l'entreprise pour informer les entreprises sur la qualité de la formation que nous attendons lorsque le jeune est accueilli dans le milieu professionnel, pour sensibiliser les tuteurs, pour sensibiliser le chef d'entreprise qui les accueille, mais c'est aussi pour nos lycées professionnels d'être en capacité de faire offre de services à ces secteurs économiques. Il faut que les secteurs économiques puissent y trouver aussi bénéfice à collaborer avec les lycées professionnels. Donc c'est tout le travail que j'évoquais tout à l'heure sur la coloration des formations, les modules d'insertion professionnelle, le dispositif en mission-emploi, les formations Bac+1, etc., pour signifier que nos lycées professionnels sont en capacité de répondre à des besoins qui sont exprimés par les secteurs économiques. Donc c'est bien cette relation dans les deux sens qu'il nous faut travailler pour replacer véritablement nos lycées professionnels comme acteurs du service public d'éducation dans le champ de la formation professionnelle, dont on sait qu'il est extrêmement concurrentiel. Et il faut faire en sorte que les secteurs économiques aient le réflexe de s'adresser à nos lycées professionnels lorsqu'ils ont un besoin en compétences, un besoin de recrutement, un besoin de faire évoluer aussi, pourquoi pas, en compétences leurs salariés, parce que nos lycées professionnels sont en capacité aussi de dispenser des actions de formation continue en direction des salariés d'entreprise. Donc c'est vraiment travailler cette relation entre nos lycées et les secteurs économiques, c'est une condition vraiment indispensable pour relever les défis qui sont devant nous. Bruno Racine, sur ce sujet ? Oui, comment améliorer cette relation école-entreprise ? Vous le disiez à juste titre, il faut plus ouvrir, l'école. Effectivement, cette ouverture de l'école qui vient d'être dite vers le milieu économique nécessite aussi de travailler en réseau.
de travailler en réseau d'établissements pour pouvoir mieux, effectivement, toucher l'ensemble du tissu économique lui-même. Et le bureau des entreprises a ce rôle-là également à plusieurs niveaux. Mais cette ouverture également des portes, je veux dire, des établissements, ça s'adresse également aux parents. Et je veux dire, jusqu'à présent, on n'a pas encore parlé effectivement du rôle des parents quant à l'orientation en fait des jeunes. Mais souvent, en fait, les parents sont assez peu, je veux dire, armés pour pouvoir effectivement aider. Et pourtant, ils ont un rôle décisif dans cette optique-là. Et du coup, justement, cette ouverture de l'école leur permet également aux parents de pouvoir s'inscrire dans mieux connaître à la fois, je veux dire, ce qui est donné, je veux dire, par les écoles et pouvoir mieux, je veux dire, réorienter leurs propres enfants dans ce champ-là. Enfin, je veux dire, quand je parle de réseau d'établissements, il y a un aspect qui me paraît également important, c'est le travail avec le numérique. C'est-à-dire que quand on prend, je veux dire, le numérique, c'est également une relation que les jeunes possèdent par eux-mêmes d'une façon directe. Et je veux dire, souvent, en fait, on est timide par rapport à cela et eux-mêmes nous poussent à pouvoir utiliser ces réseaux numériques, y compris au sein des établissements. On est en train de créer, je veux dire, au niveau de l'Académie, notamment de Nouvelle-Aquitaine, avec effectivement les nouveaux campus, et je les cite, par exemple, digitalisation et relations clients, qui va se créer, je veux dire, prochainement. Justement, l'idée de pouvoir travailler à l'échelle de tous ces établissements d'une grande région pour réunir les établissements entre eux, travailler sur les évolutions, mais également créer par ces réseaux-là, je veux dire, un moyen de connecter le jeune quand il est effectivement en classe ou quand il est en entreprise avec une relation directe entre son professeur, son tuteur et faire effectivement dialoguer chacun de cette façon-là, tuteur et également professeur. Parce que c'est là aussi des leviers qui sont très importants. Voilà. David est là rapidement et après Grégory Gottin. Rapidement, je ne voudrais pas qu'on oublie aussi le premier partenaire de nos lycées qui sont les régions. Et les régions ont compétence à réfléchir sur le développement économique d'un territoire et donc ont des choses aussi à dire dans nos lycées professionnels. On leur a confié la compétence d'orientation, d'information sur les métiers. Ils sont en capacité d'inviter des branches professionnelles, des chefs d'entreprise, etc. au cœur de la classe pour dispenser cette information sur les métiers et participer au développement de la relation entre l'école et les secteurs économiques. Et puis également en discutant avec Région de France au moment de la concertation qui a réfléchi sur cette réforme des lycées professionnels, Région de France indiquait aussi être tout à fait disposée à faire évoluer les référentiels des bâtis scolaires pour faire évoluer nos environnements et permettre à nos établissements scolaires d'avoir des locaux qui soient sans doute plus à même d'accueillir confortablement ces secteurs économiques dans une ambiance peut-être un peu moins scolaire. Qui pourraient finalement les rebuter à venir fréquemment à fréquenter nos lycées professionnels. Et donc créer des espaces qui permettent des réunions, pourquoi pas des mises à disposition, des locaux pour les entreprises, pour organiser des colloques, etc. Voilà, c'est quelque chose qui fait partie aussi de la réflexion pour faire évoluer ces référentiels de bâtis scolaires et rendre à même nos lycées professionnels de participer plus activement encore à la vie économique d'un territoire. Une piste à creuser. Donc Grégory Gottin, je voulais vous interroger tout à l'heure, on a parlé justement des manières d'identifier les besoins du territoire. Vous, dans l'Académie de Poitiers, comment vous fonctionnez ? Alors il y a cette partie d'identification des besoins du territoire qui se passe au niveau de la DRAFPIC avec les inspecteurs de filière. Ces échanges existent déjà, donc là on va dans la poursuite de l'existant. Moi je voudrais insister aussi sur l'accompagnement des élèves, parce que certes il y a l'adaptation au territoire avec la région et puis répondre aux besoins des entreprises, mais quand on écoute les entreprises, il y a aussi le travail sur les compétences des élèves qui parfois ne sont pas uniquement professionnelles, parce que les entreprises sont aussi capables de former les élèves sur les compétences qu'ils n'auraient pas acquises. En revanche, sur les compétences du socle, les compétences psychosociales,
ou simplement en mathématiques et en français, sur les savoirs fondamentaux. Là, je pense qu'il faut vraiment accompagner ces élèves jusqu'à la poursuite d'études et à l'insertion. Donc c'est vraiment l'objet d'une partie de la réforme, parce que je parlais tout à l'heure des savoirs fondamentaux à l'entrée au lycée professionnel, mais il faut aussi être en mesure d'accompagner les élèves pour la poursuite d'études en STS, et puis résorber le décrochage scolaire, parce qu'on a aussi du décrochage, et les élèves, oui, poursuivent en STS, mais une partie abandonne en STS. Donc une brique du pacte permet aux enseignants d'intervenir aussi auprès des élèves qui ont déjà quitté le lycée professionnel et qui sont en STS. Vous vouliez réagir, David? Abonder dans ce sens sur l'accompagnement du jeune qu'il convient de mettre en place dans nos lycées professionnels. Nos jeunes, ils arrivent à l'heure, en arrivant du collège, à 15 ans et 10 mois. Ils auront à se prononcer sur un choix de spécialité après une seconde par famille de métier. On va leur proposer une mobilité à l'international. Ils auront à se positionner sur une modalité de formation par voie scolaire ou par apprentissage. Ils auront à trouver un terrain de période de formation en milieu professionnel. Ils auront à se positionner sur un module d'insertion professionnelle ou de poursuite d'études. Ils auront à s'inscrire à Parcoursup. On va leur demander, dès leur entrée dans la voie professionnelle, d'adopter un comportement d'adulte avant même d'avoir atteint l'âge adulte. Et donc, effectivement, à chaque fois, ce sont des premières fois pour eux. Et donc, si on pense qu'ils n'ont pas besoin d'être accompagnés, c'est là où on développe un sentiment d'abandon de ces jeunes devant l'ensemble des décisions qu'ils ont à prendre. Et on sait ce que donne ce sentiment d'abandon, on l'a vu cet été, dans nos quartiers. Et donc vraiment une attention particulière à l'accompagnement qu'il convient de donner, de proposer aux jeunes pour l'aider à construire son parcours, pour l'aider à faire l'ensemble de ses choix. Et c'est pour ça que un horaire dédié a été créé, c'est plus de 190 heures. Sur 2 années de CAP, c'est plus de 260 heures sur les 3 années de Bac Pro qui sont dédiées à l'accompagnement du jeune dans ses dimensions de consolidation sur des savoirs fondamentaux, dans une dimension d'accompagnement à l'orientation pour travailler les compétences à s'orienter, pour travailler les compétences psychosociales. Et puis, ce sont des modules d'insertion professionnelle et de poursuite d'études. Donc, c'est vraiment très important, cette dimension-là, qui doit être prise en compte dans l'organisation de la formation proposée par les établissements. Vous pouvez me penser justement sur ce sujet, vous partagez les propos que vous entendez? Oui, j'aimerais aussi ajouter le fait que l'orientation en lycée professionnel n'est jamais une fatalité, et on parle assez peu rarement des passerelles qui existent entre les différentes voies de formation pour les élèves. Les multiples diplômes sont finalement assez peu lisibles pour les familles en fin de collège qui se trouvent parfois démunies pour tout un tas de raisons, de parcours chaotiques de leur enfant, etc. Mais dans tous les cas, la diversité des familles de métiers, la diversité des bacs, des CAP qui sont proposés permet à un élève de s'y retrouver, sous réserve évidemment qu'il soit accompagné de la manière la plus fine et la plus individuelle possible. Je pense que la formation professionnelle doit aussi englober, on n'en a pas parlé, c'est pas vraiment l'objet, j'irai donc très vite, ce que l'on a aussi dans les lycées généraux et technologiques, c'est-à-dire les bacs technologiques, qui souffrent d'un déficit de visibilité et dont on parle finalement très peu, on les connaît assez peu. On sait que beaucoup d'élèves se destinaient pendant un temps à la filière STMG, qui est finalement assez peu insérante, et cette logique de transformation, voire de fermeture, qui est développée en lycée professionnel, existe aussi sur le lycée technologique. Et donc les formations qui rejoignent aussi le champ professionnel dans les différents bacs technologiques n'est là pas prise en compte, mais je pense que c'est aussi une ouverture bénéfique à mettre en valeur dans nos établissements. Et puis enfin, dernière chose, sur la modularité des espaces scolaires. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Pour rebondir là-dessus, j'ai travaillé dans un établissement précédemment qui a été rénové intégralement, et il proposait des bacs pro en lien avec l'énergie, le thermique et le bac technologique STI 2D. Des Fab Labs avaient été installés avec une ouverture pour des startups, des tiers-lieux ont été installés. Donc effectivement, on va vers cette logique d'interpénétration des différents milieux au sein de l'établissement scolaire qui peut servir d'interface
entre la formation et le tissu économique. Alors je vais repasser la parole à Grégory Gottin, mais juste avant cela, Pauline Poncet, je voulais savoir quand même, on n'a pas abordé un point tout à l'heure, mais quels sont les relais, les appuis que vous avez en interne pour la mise en place de cette réforme ? Alors, les appuis en interne. En interne, on utilise nos personnels, personnel enseignant, personnel administratif, personnel d'encadrement, évidemment. On s'appuie toujours sur les bonnes volontés et les idées des gens. Et les gens ont énormément d'idées. La réforme actuelle vient formaliser beaucoup de dispositifs dont a parlé M. Gottin qui existaient déjà. Que les professeurs mettaient en place pour la réussite de leurs élèves et pour la personnalisation de leur parcours respectif. En interne, nous travaillons de manière régulière dans la concertation via les différentes instances, via aussi des réunions informelles entre les équipes, etc. Le relais qui est le plus précieux en établissement pour nous à l'heure actuelle, dans la mise en place, c'est les appuis institutionnels au niveau des services rectoraux qui nous proposent des formations. On a parlé tout à l'heure de la formation déclinée ici à l'IH2EF pour les personnels de direction qui prennent un premier poste là, à la rentrée en lycée professionnel. Il existe via le AFC aussi des modules en académie pour les personnels de direction pour mettre en place de manière très pratique un certain nombre de ces dispositifs. Et puis les discussions entre chefs d'établissement, bien sûr, on s'inspire toujours des bonnes idées des autres. Merci Pauline Poncet. Alors je rappelle que vous pouvez réagir aux propos de nos intervenants avec le hashtag au Périscope sur Twitter. Grégory Gottin, depuis tout à l'heure on entend beaucoup parler de poursuite d'études. Où en est-on du continuum Bac-3, Bac+3 ? Alors dans l'académie ? Oui. Alors nous dans l'académie, c'est vrai qu'on a un groupe qui pilote son continuum qui est effectué par Yannick Thévenet, le DRAIO. Donc ce groupe est bien en place. On a, comme je le disais tout à l'heure, une expérimentation qui vise à accompagner la poursuite d'études des élèves qui passent de la terminale en STS. Donc c'est vraiment quelque chose que l'on a bien mis en place et je pense qui dans le cadre de la réforme, nous n'aurons pas de difficulté à le mettre en place. Du côté de la transition collège-lycée professionnel, même si des choses ont été faites, je pense qu'on peut encore aller un peu plus loin. Donc bien sûr, il y a la découverte des métiers. Il s'agit vraiment de donner envie aux élèves de venir au lycée professionnel et puis qu'ils trouvent leur voie. Et peut-être plus loin que le lycée professionnel, c'est identifier un métier. Après, pour un même métier, pour une même section de techniciens supérieurs, ils peuvent choisir soit de passer par le LGT, par une voie technologique, soit par le lycée professionnel, et pour arriver finalement au même métier, aux mêmes études et au même métier. Ce que nous pouvons faire, c'est vraiment accompagner ce projet d'orientation des collégiens, travailler avec les professeurs principaux de collège. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qui se font, mais peut-être que la connaissance du lycée professionnel par les professeurs principaux et par les professeurs en général du collège peut être bien améliorée de façon à ce qu'ils accompagnent mieux les collégiens, qui est vraiment une connaissance de l'étendue des métiers et pas seulement dans le bassin de l'établissement, du collège, mais aussi sur toute l'académie, puisque les formations sont loin de se limiter au lycée professionnel de la ville ou de la ville d'à côté. Voilà, donc je pense que ça, il y a encore un travail important à faire. Merci Grégory Gottin. Alors on va approcher de la fin de cette émission. Je vais vous redonner la parole, messieurs Racine et Ella. On va commencer par vous, Bruno Racine, peut-être en complément de tout ce qui a été dit. Pré-conclusion avant celle de David Ella. Une pré-conclusion, j'ai effectivement l'idée de pouvoir aussi s'adresser à une catégorie de jeunes qui sont en grande difficulté, qui sont souvent décrocheurs, qui répondent d'ailleurs au sentiment d'abandon dont parlait David Ella, et pour lequel, effectivement, je veux dire, quel relais ? Il y a des relais, effectivement, en interne, mais souvent, en fait, ça ne suffit pas. Dans la pratique, je veux dire, ça ne suffit pas. Et ce sont des relais en externe qui sont nécessaires. Et pour cela, effectivement, l'initiative du mentorat, avec l'initiative Un jeune, une solution, est effectivement quelque chose qui a commencé dans notre pays seulement depuis un an, alors qu'en fait, elle est développée depuis 20 ans, justement, au Québec, par exemple, qui donne de très, très bons résultats. Et c'est aussi dans cette voie-là que je souhaiterais effectivement lancer un appel quant à ce que, je veux dire, l'ensemble des possibilités d'aller dans cette voie-là pour des bénévoles volontaires, en entreprise, ailleurs, je veux dire, est un moyen
fort de pouvoir lutter contre ce décrochage pour aider justement ces jeunes à s'orienter, à mieux effectivement voir quel est leur avenir dans la société de demain. Merci Bruno Racine. David Hélard, je vous laisse le mot de la fin. Vous avez eu l'ouverture, vous avez la fin également. Nous vous écoutons. C'est gentil à vous. Un enchaînement de réformes depuis 2017, une réforme de l'apprentissage qui a dynamisé cette modalité de formation dans nos établissements, et c'est une très bonne chose. Une transformation de la voie professionnelle qui a fait évoluer beaucoup les pratiques pédagogiques des enseignants, et une réforme des lycées professionnels qui apporte énormément de marge de manœuvre aux établissements pour pouvoir organiser la formation et personnaliser les parcours. Et ça, c'est une dimension tout à fait nouvelle. Il faut que les établissements, les chefs d'établissement, les équipes pédagogiques s'emparent de ces marges de manœuvre qui sont à leur disposition, puissent les actionner, ces leviers, au bon moment, à bon escient. Il ne s'agit pas de demander aux équipes et aux établissements de manœuvrer l'ensemble des leviers en même temps, mais finalement de les choisir à bon escient, de façon à améliorer à la fois la qualité du parcours que nous pouvons proposer à nos jeunes, l'accompagnement dans la construction de ce parcours, la qualité de poursuite d'études ou d'insertion professionnelle jusqu'à la qualification pour l'emploi. Voilà, il y a tout ce travail-là qui est à mener, qui est aujourd'hui possible avec une très grande agilité. Donc voilà, maintenant il faut prendre le temps de se saisir de l'ensemble de ces mesures de manière à pouvoir les déployer sur le territoire. Il y a un vrai travail d'explicitation auprès des équipes pédagogiques pour à la fois qu'ils comprennent bien les enjeux. Je pense qu'ils sont sensibles aussi à l'accompagnement du jeune et à son accompagnement dans la réussite. Et une fois qu'ils auront compris que ces mesures sont au bénéfice et dans l'intérêt de l'élève, je n'ai pas de doute que les enseignants auront à cœur de pouvoir s'y investir. Merci beaucoup David Hélard. On arrive donc à la fin de cette émission, mais nous ne pourrons pas nous quitter sans la traditionnelle Minute Bibli de Sylvain Paul. On la découvre tout de suite en images. Merci Marc-Antoine, merci chers invités. Quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle saison des Périscopes. Vous avez été nombreux à nous suivre l'année dernière. Un immense merci à vous. Démarrons donc cette première sélection, toujours non exhaustive bien entendu. Allons explorer le site education.gouv.fr où j'ai retenu 2 rubriques. La première, ce sont les 12 mesures pour faire du lycée professionnel un choix d'avenir pour les jeunes. Ils sont détaillés avec leurs objectifs et le calendrier de leur mise en place. Des liens vers des ressources complémentaires vous sont également proposés. J'ajoute que le dossier de presse est téléchargeable, vous le trouverez en toute fin de page. On trouvera également dans la foire aux questions une mine d'informations concernant l'offre de formation et son actualisation, évoquée largement pour nos invités. Les PFMP, période de formation en milieu professionnel, le calendrier de mise en place de la réforme, ainsi que des éléments budgétaires et les dispositifs de prévention des risques de décrochage. Également en bas de page, des liens vers des rubriques connexes, notamment une concernant les bureaux des entreprises dans les lycées professionnels. Partons maintenant sur le site EduScol. Là encore, j'ai opéré une sélection. On passera par la page de la réforme, page très riche en informations et mise à jour régulièrement. On y retrouvera les éléments cités précédemment, bien entendu, ainsi que le Vademecum Parcours Ambition Emploi à télécharger. L'enregistrement du temps d'échange avec la DGESCO qui a eu lieu le 6 juillet et destiné aux chefs d'établissement est également à votre disposition. Chacune des mesures renvoie vers une page ou une fiche explicative. L'accompagnement personnalisé, l'allocation de stage, les PFMP, le mentorat, le pacte, le bureau des entreprises, et j'en passe. Bruno Racine, vice-président, nous a bien évidemment expliqué ce qu'était l'AFTET, l'Association française pour le développement de l'enseignement technique, dont je vous invite à aller visiter le site internet. Il nous a également transmis un document qui sera mis à votre disposition sur la page des Périscopes avec toutes les références qui sont citées ici. Ce document, en fait, c'est une proposition de synthèse globale des travaux de 4 groupes de travail réunissant des acteurs des mondes éducatifs et économiques, qui soumet des remarques et des propositions en contribution au groupe de concertation sur la réforme du lycée professionnel. On ne peut pas évoquer la voie professionnelle sans passer par le site de l'ONICEP, qui consacre une page web découpée en 5 étapes et s'adresse aux jeunes qui souhaitent en savoir plus sur cette nouvelle voie pro. Chacune de ces 5 étapes répond à des questions et propose des ressources, des illustrations, des quiz, etc.
On connaît le site gouvernemental « Un jeune, une solution ». Il se décline à présent avec une page dédiée au mentorat. Un jeune, un mentor, qui met en contact mentors volontaires et jeunes de moins de 30 ans en recherche d'un accompagnement personnalisé. La direction de l'évaluation de la prospective et de la performance, l'ADEP de son petit nom, nous fournit régulièrement des études et des analyses statistiques. J'en ai sélectionné quelques-unes pour enrichir cette rubrique ressources. La note d'information numéro 2335 de juillet 2023, par exemple, qui aborde l'apprentissage au 31 décembre 2022. La note d'information numéro 2328 de juin 2023, 6 apprentis sur 10 et un lycéen professionnel sur 3 en emploi 6 mois après leur sortie de formation en 2020 exercent un métier en lien avec leur domaine de formation. On a aussi la note d'information numéro 2327, toujours de juin 2023, et qui analyse l'insertion professionnelle des apprentis du niveau CAP à BTS 2 ans après leur sortie d'études en 2020. 73% sont en emploi salarié dans le secteur privé en juillet 2022. Et enfin, la note d'information numéro 2326, toujours de juin 2023, insertion professionnelle des lycéens professionnels de niveau CAP à BTS 2 ans après leur sortie d'études en 2020. 57% cette fois sont en emploi salarié dans le secteur privé en juillet 2022. Souvenez-vous, le 5 janvier 2021, l'IH2EF diffusait un de ses mardis consacrés à la voie professionnelle et au campus des métiers et des qualifications et les apports de sa réforme. L'occasion d'un petit retour sur les étapes de la réforme de la voie professionnelle en profondeur. N'hésitez pas à vous y replonger. Nous avons déjà abordé le sujet de la transformation de la carte des formations ou de l'offre de formation, comme le soulignait M. Hélard au cours de l'émission. Pour illustrer ces propos, je vous emmène sur la page dédiée à France 2030, soutien du gouvernement et des régions à la transformation de la carte des formations professionnelles, qui présentait en janvier 2023 un nouveau dispositif de soutien de France 2030, lancé dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt, compétences et métiers d'avenir, et ses objectifs. Et pour finir cette capsule Bibli, last but not least, comme diraient nos amis d'outre-Manche, je vous propose de réécouter l'allocution du président de la République qui présentait le 11 mai dernier sa stratégie pour l'accélération de la réindustrialisation de la France au Palais de l'Élysée, devant les acteurs de l'industrie française, des dirigeants d'entreprises, d'élus, de représentants de collectivités ou d'associations. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous le 14 novembre à 11h, c'est un nouvel horaire, pour un nouveau numéro où nous observerons cette fois le PS au Périscope avec, bien entendu, de nouveaux invités. D'ici là, prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous rendre sur la page des Périscopes sur le site de l'IH2EF pour visionner les précédents épisodes et prendre connaissance de la programmation de cette année. Marc-Antoine, chers invités, je vous rends le micro pour le mot de la fin. Merci beaucoup Sylvaine et merci donc à l'ensemble de nos intervenants, les 4 intervenants du jour. Je vais les citer un à un. Bruno Racine, vous êtes vice-président de l'Association française pour le développement de l'enseignement technique. Merci d'avoir été avec nous. David Hélard, IGESR, responsable du pôle voie professionnelle et apprentissage, membre du COPIL de la réforme des lycées professionnels. Merci d'avoir été avec nous. Pauline Poincé, proviseure du lycée Liberté à Romainville, dans l'Académie de Créteil. Merci beaucoup pour votre présence. Et enfin Grégory Gautin, doyen du Collège des inspecteurs voie professionnelle Académie de Poitiers. Merci d'avoir été avec nous pendant cette heure. Je vous annonce d'ores et déjà le thème de notre prochaine émission. Il s'agira de l'éducation physique et sportive. J'aurai donc plaisir à vous retrouver le 14 novembre ici, même endroit, même heure. Et vous pouvez retrouver bien sûr la programmation intégrale des émissions au Périscope pour la saison 2023-2024 sur le site de l'IH2EF. Merci à tous et à très bientôt.